Louis Magloire Kemayou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Club de l'information africaine. Comment voyez-vous la situation se résorber dans le pays ? Je pense qu'on a tous intérêt, que ce soit du côté du gouvernement ou que ce soit du côté des lycéens et de la FESI, il y a un intérêt partagé que ça revienne dans l'ordre, que tout revienne dans l'ordre. Et la seule chose qui peut arriver, c'est qu'on évite les arrestations comme c'est le cas maintenant et que de l'autre côté, les violences baissent également. Mais ce qui est au cœur du problème ici, le cœur du moteur, c'est le fait que la vie devient de plus en plus chère et que l'État se désengage de plus en plus des missions qui lui sont régaliennes, comme par exemple l'éducation. Si elle coûte trop cher et que le pouvoir d'achat des populations ne suit pas, il y a la nécessité de trouver un juste milieu qui fera que chacun s'y retrouve, à la fois l'État, parce que de toute façon, c'est avec les contributions des uns et des autres en termes de taxes et d'impôts que cela est financé, et puis également du côté des étudiants qui doivent comprendre que l'État sort d'une situation post-conflit qui a été très difficile, qui a eu des revendications avant, légitimes ou pas légitimes, mais qui ont été satisfaites, et que les choses reviendront dans l'ordre avec un peu de temps. C'est la situation au Togo maintenant où c'est toujours l'impasse entre l'opposition qui réclame le départ du président Gnassingbé, héritier d'une famille au pouvoir depuis 50 ans, et le gouvernement qui tente de faire passer un projet de révision constitutionnelle. Ce texte permettrait au chef de l'État, à la tête du pays depuis 2005, de se représenter en 2020 et également en 2025. Les marches historiques des 6 et 7 septembre avaient rassemblé plus de 100 000 personnes. Celles de cette semaine en ont réuni 10 000 à 15 000 à travers le pays. Alors encore une fois, comment voyez-vous la situation évoluer ? Qui va gagner le bras de fer ? Dans le bras de fer, j'ai l'impression que chacun y est presque gagnant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de procéder à la réforme de la Constitution, ce sur quoi et l'opposition et le pouvoir sont d'accord. Sur ce principe-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, c'est sur la rétroactivité. Pas la faire évoluer de la même façon, hein, enfin... Non, la limitation de mandat. Oui. C'est-à-dire qu'il faut 2 mandats et pas plus pour toute personne qui postule à la présidence de la République. Sur cela, le président sortant, sa majorité et l'opposition sont d'accord. Maintenant, le point d'achoppement... Il ne doit pas y avoir de rétroactivité. Il ne devrait pas y avoir de rétroactivité. Pourtant, c'est un point sur lequel l'opposition ne veut pas lâcher du lest. La CEDEAO est déjà intervenue pour dire que les choses évoluaient dans le bon sens, vu qu'il y avait une oreille attentive de la part du pouvoir. Maintenant, espérons que cette oreille attentive ne sera pas accompagnée d'une main trop lourde pour frapper les opposants qui continueront de battre le pavé. En tout cas, l'Assemblée nationale s'est déjà penchée sur le dossier. Il y aura un référendum et à la fin de ce processus-là, je pense que normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. On continue à dérouler l'actualité africaine, car dans plusieurs pays francophones, c'est l'économie qui est remise en question. Ainsi, l'utilisation du franc CFA, issu de la colonisation, est toujours fabriquée en France et sur le banc des accusés. Considéré comme une monnaie d'un autre temps, certains voudraient le voir remplacé par une monnaie plus contemporaine. De grandes manifestations ont eu lieu cette semaine, notamment au Sénégal et au Cameroun. Louis Magloire Kemayou, on vous retrouve donc pour parler du CFA. Un peu d'histoire. Comment est né le CFA ? Dans quel contexte ? Le franc CFA est né juste au moment où on créait les institutions financières mondiales, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et c'est la France qui va déposer la monnaie auprès du Fonds monétaire en 1945. Donc ça, c'est la première étape. Cela permettait à la France à la fois de gérer l'économie dans ses anciennes colonies et surtout de protéger l'espace économique de ces anciennes économies, de la contrôler, cette zone-là. C'était la première étape. Après, il y a eu les indépendances. Des accords nouveaux ont été signés avec les différentes zones émettrices. Des pays comme le Cameroun, par exemple, ou le Togo, qui n'étaient pas des colonies françaises, sont rentrés dans le CFA et ont commencé à l'utiliser. Certains pays ont également demandé à en sortir. Mais voilà, 16 pays, là, on le voit sur la carte, donc utilisent le franc CFA aujourd'hui. Oui, donc il y a 8 pays en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, et puis les Comores dans l'océan Indien. Ça fait 15, et avec la France, qui est le pays dont le Trésor public garantit à la fois la convertibilité et la stabilité du franc CFA. Oui, parce que paradoxalement, le CFA est plutôt une monnaie forte. C'est une monnaie très, très forte en raison de son arrimage avec un taux de parité fixe à l'euro. Le taux de parité fixe était avec le franc français ayant disparu. C'est désormais sur l'euro que le franc CFA est indexé. Mais il faut dire que cette monnaie est une monnaie
coloniale, encore une fois. C'est-à-dire que l'intention à la base n'était pas de donner une monnaie qui permettrait aux économies de s'émanciper. C'était d'avoir un contrôle sur ces économies-là pour que l'économie des possessions françaises sur le continent africain n'aille pas dans tous les sens, qu'elle n'inonde pas, par exemple, la France et crée une forme d'inflation due au fait que les prix seraient tirés vers le bas, vu que des billets venant d'Afrique permettraient d'acheter des produits français à très bon prix, et donc créerait une forme d'inflation. Après, quand on est sorti de cette situation-là, on a créé ce qu'on appelle les comptes d'opération, où au départ, c'était 100% de l'argent qui était versé. Puis dans les années 80, on a ramené cela à 65%. Et en 2005, c'est passé à 50%. Ça signifie que tous les pays, dès qu'ils ont des devises, doivent en déposer 50%. Au Trésor public français, ce qui permet à la France de garantir la convertibilité quand le Tchad, le Cameroun, le Gabon ou n'importe quel autre pays veut acheter hors zone CFA. Ouais, on n'est plus dans cette souveraineté aujourd'hui. Donc, quels sont les arguments finalement pour maintenir le CFA ? Quand vous écoutez les gouverneurs des banques centrales d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale ou des Comores, ils vous expliquent que la stabilité du franc CFA fait que ces pays-là sont à l'abri de l'inflation, ils sont à l'abri de fluctuations qui pourraient être préjudiciables au train de vie dans leur zone. Quand vous écoutez les personnes qui sont contre le franc CFA, elles vous expliquent que c'est une monnaie qui n'est pas du tout compétitive, parce que si vous vendez votre cacao, votre café ou votre chocolat sur le même marché qu'un Thaïlandais, un Chinois ou un Brésilien, forcément vous êtes défavorisé parce que vous vendez avec une monnaie trop chère et donc pour le même produit et à qualité égale, vous ne pouvez pas faire la concurrence avec des Vietnamiens ou des Brésiliens. De ce côté-là, c'est tout à fait justifié. De l'autre côté, quand vous achetez à l'extérieur en devise, cela profite davantage à la zone euro qu'à ces pays-là. Dernière critique, et qui n'est pas des moindres, c'est que la crise qui frappe aujourd'hui la zone euro en mettant à genoux des pays comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, frappe également la zone CFA de façon par capillarité. Donc il y a une incohérence. Par capillarité, oui. Parce que c'est pas au niveau des banques centrales d'Afrique que la stabilité de la monnaie est fixée. C'est au niveau de la banque centrale à Francfort. Et donc, les Africains n'ont pas leur mot à dire. Simple illustration de cet événement. C'est en 1994 quand on décide de la dévaluation du franc CFA. C'est parce que la France estime que si on ne dévalue pas, les économies africaines ne seront pas viables. Et donc, sous la conduite du Fonds monétaire international, on décide de dévaluer de 50% le franc CFA. Merci beaucoup, Louis Magloire-Comayou, pour cette analyse. Merci. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus, je vous ramène à ce livre collectif avec notamment l'économiste Kako Nobukpo, « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA ». Voilà.